Et l'aide de seconde générale, Hélène Chauvet. Je l'ai découvert en début d'année, qui tous les projets depuis le début de l'année, vraiment. Elle a tout fait. Elle a participé au court-métrage que nos élèves ont fait, qui s'intitule, je vous le rappelle, L'arrière en première ligne. À qui dois-je donner un micro? Je ne sais pas. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a participé à l'affiche. Parce que vous avez fait l'affiche aussi, avec cette affiche qu'on a largement revue et corrigée avec nos partenaires, avec la photo, bien évidemment, qui montre les espaces ruraux, parce que je vous rappelle qu'avant toute chose, ce que nous mettons en exergue, ce sont les espaces ruraux. On a fait un petit peu le contre-pied de toutes les opérations qui vont se faire sur la Première Guerre mondiale, où traditionnellement on parle des combattants. On parle bien sûr des combattants, vous avez pu le voir lors de l'expo, mais on parle aussi des espaces ruraux. Elle nous a aidés sur les flyers. Vous avez enregistré des lettres de poilus qu'on peut entendre dans un des ateliers. Et c'est peut-être l'une de ces lettres de poilus que tu vas nous lire. Alors ce sera la seule fois de la soirée où je lui dirai tu, parce que pour les invités, j'emploierai, et Dieu sait que c'est difficile pour moi, tu le sais, le vouvoiement. Alors, je te laisse, Mylène, nous emporter dans les années 14-18 avec cette correspondance extraordinaire qui a eu lieu entre le front et l'arrière. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier au soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, et la lampe pèse. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocente du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais restée prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Fusillé pour l'exemple. C'est un ouvrage que vous n'avez pas écrit, mais que vous auriez pu écrire, monsieur Becker, Fusillé pour l'exemple. Sûrement pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les fusillés pour l'exemple n'ont pratiquement pas existé. C'est une légende? C'est pas une légende. C'est des choses qu'on écrit des années plus tard pour des raisons, disons, plus idéologiques que pour des raisons historiques. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long de la guerre, des soldats ont été condamnés pour différentes raisons. Voie de fait envers les officiers, voie de fait envers les autres soldats, abandon de poste. L'abandon de poste n'est pas une chose négligeable. Abandon de poste, ça veut dire que les autres soldats risquent d'être surpris, parce que quelqu'un qui devait surveiller un secteur ne le faisait pas. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère. Est-ce que pour autant, toutes les condamnations qui ont eu lieu pendant la guerre ont été justifiées? Premièrement, il y a eu dans les moments difficiles de la guerre des officiers affolés qui, comment dirais-je, se sont livrés
comment dirais-je, non pas des condamnations, parce qu'en principe, les condamnations ne relevaient pas d'eux, mais enfin, ont accusé de façon excessive certains soldats. Et il y a eu, sans aucun doute, des condamnations injustes. Ce n'était pas des condamnations par exemple, c'était des condamnations injustes de soldats qui, à un moment ou un autre, avaient pu avoir également un comportement anormal. Disons que la plupart des officiers, quand ils avaient des soldats qui avaient un comportement anormal, leur faisaient des remarques, mais ne les envoyaient pas au peloton d'exécution. C'était une chose très rare. Le deuxième cas, ce sont, le deuxième cas important, si vous voulez, ce sont les mutineries de 1917. Il y a, à la suite de ces mutineries, il y a eu un certain nombre, plusieurs centaines de condamnations, non seulement des condamnations à mort, mais aussi des condamnations à temps et des condamnations aux travaux forcés. Je ne suis pas sûr que parmi ces condamnations, celles aux travaux forcés n'étaient pas pires que les condamnations à mort. Alors, mais le problème est de savoir, par rapport à la question qui nous est posée, est-ce que ce sont des condamnations pour l'exemple? Non. Les tribunaux militaires, les conseils de guerre, qui n'existaient pas au début de la guerre, avaient été progressivement rétablis. Et ces conseils de guerre jugeaient en fonction, effectivement, de données en principe juridiques. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions. Ces conseils de guerre n'étaient pas toujours, je ne dirais pas souvent, mais n'étaient pas toujours d'une très grande justice. Hein. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils condamnaient pour l'exemple. Ils condamnaient en fonction d'actes contraires à la discipline militaire. Alors, comme je le disais à l'instant, ce n'est pas vrai que toujours les condamnations étaient justifiées. Mais elles n'étaient pas pour autant des condamnations pour l'exemple. Alors, est-ce qu'il n'y a jamais eu condamnation, disons, d'exécution pour l'exemple? Si, bien entendu. Il y a eu quelques cas où des officiers, comme je le disais tout à l'heure, affolés, exécutaient littéralement des hommes pour montrer aux autres comment il fallait se tenir. Mais c'est tout à fait marginal. Hein. Ce qui est important, ce sont des condamnations pas toujours vraiment justifiées, mais qui ont une justification théorique. Hein. Dans la pratique, ce n'était pas forcément justifié. Quelqu'un qui avait abandonné son poste, l'avait-il abandonné suffisamment? Or, il faut bien avoir conscience que ces jugements étaient faits très rapidement et sans que, comme dans la justice civile, que l'on apporte toutes les preuves pour ou contre. Et j'ajouterais un autre point. J'ai dit tout à l'heure que le plus grand nombre de condamnations a eu lieu à propos des mutineries de 1917 et en particulier dans une région bien loin d'ici, mais au chemin des Dames. Alors, le problème est de savoir si ces condamnations pouvaient être justifiées juridiquement, mais si les soldats qui se mutinaient, contre quoi se mutinaient-ils? Contre
faire la guerre ou contre la façon dont la guerre était faite. Et de ce point de vue, c'est le second point qui est le plus intéressant, le plus important. Et il est évident que la façon de combattre, la façon de commander a souvent été contestable. Et en particulier, lors de l'offensive du chemin des Dames, ce qui était en cause, c'était moins, comment dirais-je, l'attitude des soldats que l'attitude des soldats face à une façon de faire la guerre qui pouvait être tout à fait contestable. Alors, quel débat allons-nous faire sur cette guerre? Quelque chose de plus intelligible possible pour tous, pour les amateurs de la guerre, mais aussi pour ceux qui ne sont là que tout à fait occasionnellement. J'avais l'intention effectivement de vous parler d'abord des entrées en guerre. Comment est-on entré en guerre? Je vous ai dit que c'était la thèse d'État de M. Becker. Comment est-on entré en guerre? Évidemment en France, en Allemagne, mais également aux États-Unis, ou au contraire, comment n'est-on pas, ou pourquoi n'est-on pas entré en guerre en 1914 aux États-Unis? Je pense que Gérard Péot vous le dira. Ensuite, nous allons parler du déroulement de la guerre, et évidemment, on aura l'occasion, dans le cadre de ce débat, d'aborder deux visions de cette guerre. A-t-on consenti à faire la guerre? Ou au contraire, était-on obligé de la faire? C'est deux écoles qui s'opposent. L'école de M. Becker, c'est plutôt l'école du consentement, et l'école qui ne sera pas représentée ce soir, c'est plutôt l'école de la contrainte. Sans doute que la vérité se situe à mi-chemin. Nous aurons l'occasion, bien sûr, dans cette deuxième partie, dans le déroulement de la guerre, de parler de la région. Quelles répercussions pour la région, pour Bordeaux, le changement du port de Bordeaux, les Américains à Bordeaux, nous en parlerons aussi dans ce cadre-là. Et puis enfin, tout à fait en fin de débat, eh bien, on sortira de la guerre, en quelque sorte, avec le roman de Lemaître, Au revoir là-haut. Eh bien, on a vu qu'on pouvait faire des choses assez extraordinaires pour sortir de la guerre. Pour ceux qui ont lu ce prix Goncourt, eh bien, vous avez vu qu'on pouvait même faire du trafic par rapport au mort. Comment on sort de la guerre en France? Comment on sort de la guerre aux États-Unis? Comment on sort de la guerre dans les îles britanniques? On en sort des fois totalement exempt. Avec nos historiens, nous allons aborder tous ces faits. Alors, si vous voulez effectivement dire quelques mots, c'est une présentation générale. Continuer ce que disait Jean-Jacques Becker dans la suite du poème, il faut bien voir aussi, vous en serez d'accord, que tous les condamnés n'ont pas été fusillés. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de gens qui ont été condamnés à de la prison aussi. Sinon, on aurait fusillé des dizaines de milliers de personnes. Donc, il faut bien imaginer que ce sont des millions de personnes qui, malgré les permissions à partir de 2016, 2017, un petit peu. Bon, il y a un système de permission, mais sinon ces gens vivent en vase clos pendant une semaine au moins, après il y a la relève, bon. Et ils se bagarrent, il y a des RICS, ce sont des gens normaux, mais dont qui sont dans des conditions de vie, d'alcool, de tension, de pression militaire, bien entendu. Et il y a des tas de bagarres. Je commençais à dépouiller un journal Le Temps, et à Bordeaux, une personne est arrêtée, un marin, pour des RICS. Et il est envoyé dans une île qui est près de Rochefort, l'île Madame, voilà, qui est une prison, mais une prison très dure, genre Guantanamo, si je m'exprime ainsi. Et l'article dit que c'est une prison, et il y a des photos, il y a sur le site internet, on voit un reportage sur cet imam, je vais vous laisser la parole, bien sûr, si vous y connaissez mieux que moi. Eh bien, c'était des gens qu'il fallait mater aussi. C'était des hommes jeunes, la guerre était faite par des gens de 18, 20, 23, etc. Donc ils étaient un peu impulsifs parfois, c'était pas des profs de 60 ans, bien disciplinés.